Bonsoir et bienvenue sur Crime pour les somnambules. Ce soir, partons pour la Nouvelle-Écosse, Canada, avril 2020. La nuit est froide. Les routes sont désertes. Les maisons dorment, éparpillées entre forêts et villages côtiers. Quelque part, dans l'obscurité, un véhicule de police roule sans sirène. À son bord, un homme calme. Silencieux. Déterminé. Son nom, Gabriel Wortman. Son royaume, la confusion. Il se déguise. Il imite. Il circule librement, profitant du chaos et du manque d'informations. Mais l'histoire de ce soir ne parle pas d'un simple tireur. Elle raconte un homme qui a exploité la confiance, qui a utilisé les symboles de l'autorité, et qui a transformé des routes ordinaires en scènes de chasse. Un homme qui frappait sans prévenir, qui changeait de lieu, de méthode, d'apparence. Un homme qui a semé la terreur sur des kilomètres, pendant que le monde était déjà à l'arrêt. Ferme les yeux. Laisse la nuit s'étendre. Bienvenue dans un voyage au cœur des ténèbres. Portapique, Nouvelle-Écosse. Une petite communauté côtière, composée de quelques routes étroites, de maisons espacées, de terrains boisés qui s'étendent jusqu'à l'horizon. Ici, le silence fait partie du paysage. On l'entend dans le vent qui traverse les pins, dans la mer toute proche, dans les nuits sans circulation. En avril 2020, Portapique vit comme le reste du monde sous une forme de ralentissement. Les journées sont calmes, presque figées. Les habitants se connaissent, se croisent depuis des années, parfois depuis toujours. Rien ne semble devoir troubler cette tranquillité. La nuit du 18 avril commence comme les autres. Le ciel est sombre, l'air froid. Les routes sont désertes. À l'intérieur des maisons, les lumières s'éteignent une à une. Portapique s'endort, sans savoir que cette nuit ne ressemblera à aucune autre. Dans une maison de la communauté, Gabriel Wortman est éveillé. Il a 51 ans. Denturiste de profession. Un homme connu dans la région, installé depuis plusieurs années. À première vue, rien ne le distingue des autres habitants. Il travaille, il possède une maison, il mène une vie qui semble ordinaire. Aux yeux de beaucoup, il est simplement un voisin parmi d'autres. Mais ce soir-là, quelque chose est déjà en mouvement. Wortman ne dort pas. Il se déplace dans sa maison, lentement, méthodiquement. Il observe. Il attend. Il semble concentré, comme s'il suivait un plan intérieur. Rien ne laisse présager une impulsion soudaine. Ce qui se prépare n'est pas improvisé. Dans son garage, des objets sont rangés avec soin. Un véhicule. Des vêtements. Du matériel. Rien n'est laissé au hasard. Depuis des mois, Wortman accumule, restaure, modifie. Ce travail patient ne se voit pas de l'extérieur. Il ne fait pas de bruit. Il n'attire pas l'attention. Portapique dort pendant que cette préparation arrive à son terme. À l'intérieur de la maison, la tension monte. Une dispute éclate avec sa compagne. Les mots deviennent violents. La colère s'installe. Elle n'est pas nouvelle, mais cette fois, elle ne retombe pas. Elle s'enracine. Elle déborde. La compagne de Wortman comprend le danger. Elle parvient à s'enfuir, blessée, terrifiée, se cachant dans les bois environnants. Elle sait qu'elle doit disparaître. Qu'elle ne peut plus rester là. Gabriel Wortman reste seul. Ce moment marque un point de bascule. Ce qui était contenu, préparé, dissimulé, s'ouvre brutalement. La nuit, jusque-là calme, devient un espace sans limite. Il n'y a plus de retenue. Plus de retour possible. Wortman se rend dans son garage. Il sort ce qu'il a préparé. Les vêtements. Les armes. Les éléments qui vont lui permettre de se transformer. Ce qu'il fait n'a rien de précipité. Il agit avec méthode. Comme s'il suivait une séquence répétée mentalement depuis longtemps. À cet instant, Gabriel Wortman cesse d'être seulement un habitant de Portapique. Il devient autre chose. Dehors, la communauté est plongée dans le silence. Les voisins ne voient rien. N'entendent rien. Les routes restent vides. Les maisons sont closes. La nuit protège ce qui va suivre. Lorsque Wortman sort enfin de chez lui, Portapique est toujours endormi. Le contraste est total. D'un côté, une communauté figée dans le calme. De l'autre, un homme qui a déjà franchi une limite invisible. La neige n'est pas encore tombée, mais le froid est présent. Un froid sec, immobile, qui accompagne chacun de ses gestes. La nuit absorbe les sons. Elle étouffe les prémices du chaos.
Rien ne distingue encore cette nuit des autres. Et pourtant, à partir de cet instant précis, Porte-à-Pique ne sera plus jamais un lieu ordinaire. La tranquillité, la confiance, le sentiment de sécurité sont déjà condamnés, même si personne ne le sait encore. Dans le silence de la Nouvelle-Écosse, un homme avance. Et avec lui commence l'une des pires nuits de l'histoire du Canada. Depuis longtemps déjà, Gabriel Wortman nourrit une fascination précise. Elle ne concerne pas seulement les armes. Elle concerne l'autorité. Le pouvoir que confère un uniforme. La façon dont une tenue suffit à faire taire les doutes, à ouvrir des portes, à imposer l'obéissance sans discussion. Cette fascination ne s'est pas exprimée brusquement. Elle s'est construite lentement. Pendant des mois, Wortman rassemble des éléments. Il achète, récupère, modifie. Il observe attentivement les véhicules de la Gendarmerie royale du Canada. Les détails. Les couleurs. Les bandes réfléchissantes. Les plaques. Il ne cherche pas une imitation grossière. Il vise la ressemblance parfaite. Dans son garage, il transforme une voiture ordinaire en faux véhicule de police. La peinture est ajustée. Les marquages sont reproduits. Un faux gyrophare est installé. De loin, puis même de près, la confusion est possible. Il complète cette illusion avec des vêtements. Une tenue qui ressemble à celle portée par les agents de la GRC. Une veste sombre, une chemise, des insignes. Rien d'officiel, mais tout est suffisamment crédible pour tromper un regard pressé, surtout dans la nuit. Wortman sait exactement ce qu'il fait. Ce déguisement n'est pas un jeu. Il n'est pas destiné à impressionner. Il est conçu comme un outil. Une clé universelle. Dans une communauté rurale comme Porte-à-Pique, l'uniforme inspire confiance. Il rassure. Il protège. Il n'est jamais remis en question. C'est cette certitude que Wortman exploite. En revêtant cet uniforme, il ne se cache pas. Il s'expose. Il se place volontairement sous les yeux des autres, mais sous une identité qui n'est pas la sienne. Il comprend que la visibilité, lorsqu'elle est maîtrisée, peut devenir une protection. Dans sa maison, avant de sortir, il enfile la tenue avec calme. Il ajuste chaque élément. Il se regarde. Il vérifie. Il ne sourit pas. Il ne semble ni excité ni hésitant. Son comportement est celui d'un homme qui a attendu ce moment. Le déguisement est complet. À partir de là, il n'est plus Gabriel Wortman, denturiste connu de la région. Il devient une figure d'autorité. Un policier aux yeux de ceux qui le croiseront. Quelqu'un à qui l'on ouvre la porte sans poser de questions. Ce basculement est essentiel. Wortman ne cherche pas seulement à tuer. Il cherche à contrôler. À circuler librement. À s'approcher de ses victimes sans résistance. L'uniforme lui offre ce pouvoir. Il lui permet de se déplacer, d'interroger, d'arrêter, de rassurer. Il devient la loi, sans en avoir les limites. La nuit du 18 avril lui offre les conditions idéales. L'obscurité. Le calme. La confusion potentielle. Les routes rurales peu fréquentées. Les habitants endormis. Tout concourt à rendre son déguisement encore plus efficace. Lorsqu'il sort de sa propriété, personne ne le voit vraiment. Lorsqu'il démarre son véhicule, personne ne s'inquiète. Un véhicule de police qui circule dans la nuit n'est pas un motif d'alerte. Au contraire. Il est perçu comme un signe de sécurité. Wortman le sait. Il s'appuie sur cette réaction instinctive. Dans sa tête, le plan est clair. Il va se déplacer. Il va apparaître. Il va inspirer confiance. Le déguisement lui permet aussi de masquer sa propre identité psychologique. Derrière l'uniforme, il n'est plus tenu par les règles ordinaires. Il se détache de sa vie précédente. Il se donne un rôle, une fonction, une mission qu'il s'est lui-même attribuée. Ce masque est autant intérieur qu'extérieur. Il n'improvise rien. Les armes sont prêtes. Le carburant est là. Les itinéraires sont connus. Il sait où il va. Il sait comment circuler. Il sait comment se présenter. Chaque détail compte. Dans une communauté où tout le monde se connaît, l'uniforme suffit à créer une distance immédiate. Les gens ne reconnaissent pas forcément le visage. Ils reconnaissent le symbole. Et le symbole prévaut sur l'individu. Wortman mise sur ce réflexe. Ce déguisement va lui permettre de passer des barrages invisibles. Des seuils domestiques. Des portes d'entrée. Il va transformer l'espace privé en zone vulnérable. Les maisons, lieux de refuge, deviendront des pièges.
À cet instant, personne ne sait encore ce qu'il a préparé. Personne n'imagine qu'un homme puisse détourner ainsi les codes de la protection pour semer la mort. L'idée même paraît inconcevable. C'est précisément pour cela que cela fonctionne. Dans la nuit de Porte-à-Pique, un faux policier s'apprête à circuler librement. Il n'a pas besoin de se cacher. Il n'a besoin que d'être cru. Le déguisement est en place. Le masque est fixé. La nuit peut continuer. La colère n'apparaît pas soudainement chez Gabriel Wortmann. Elle est là depuis longtemps, tapie sous la surface, contenue, rationalisée, déplacée. Elle n'explose pas comme une surprise. Elle se libère comme une digue qui cède après des années de pression. La soirée du 18 avril agit comme un déclencheur, pas comme une cause unique. Dans la maison de Porte-à-Pique, la tension est palpable. Une dispute éclate entre Wortmann et sa compagne. Les mots deviennent durs, agressifs. La colère s'exprime sans filtre. L'alcool est présent. La jalousie aussi. Ce qui se joue dépasse largement une simple altercation domestique. La situation dégénère rapidement. La violence n'est pas seulement verbale. La peur s'installe. Sa compagne comprend que rester serait trop dangereux. Elle agit par instinct de survie. Elle parvient à s'enfuir, blessée, choquée, se réfugiant dans les bois environnants. Elle se cache, dans le noir, sans savoir ce qui va suivre. Wortmann reste seul. Ce moment est crucial. Il ne tente pas de la suivre immédiatement. Il ne cherche pas à apaiser la situation. Au contraire. Son isolement semble libérer quelque chose. Comme si l'obstacle venait de disparaître. Comme si plus rien ne retenait désormais ce qu'il portait en lui. La colère change de forme. Elle cesse d'être dirigée vers une personne précise. Elle devient diffuse. Globale. Elle ne vise plus seulement une relation, mais le monde autour. La communauté. Les gens. Les visages familiers. La nuit offre un espace où cette colère peut s'étendre sans résistance immédiate. Wortmann ne crie pas. Il ne se débat pas. Il se met en mouvement. Il retourne dans son garage. Les gestes sont mécaniques. Il prend les armes qu'il a préparées. Il vérifie. Il charge. Il s'équipe. Il ne semble pas pressé. Ce calme apparent rend la situation encore plus inquiétante. Rien n'évoque une perte de contrôle brutale. Tout évoque une décision. La colère devient une direction. À cet instant, il ne cherche pas à convaincre. Il ne cherche pas à expliquer. Il ne parle à personne. Il n'écrit pas. Il ne laisse aucun message. Ce silence est révélateur. Ce qu'il s'apprête à faire n'a pas besoin de justification à ses yeux. Il agit parce qu'il le peut. La nuit de Porte-à-Pique lui offre un terrain idéal. Les maisons sont isolées. Les routes peu fréquentées. Les secours loin. La police distante. Il connaît le secteur. Il sait comment se déplacer sans être vu immédiatement. Il monte dans son véhicule. Le déguisement est déjà en place. L'uniforme renforce son sentiment de légitimité. Il ne se voit plus comme un individu en colère, mais comme une figure agissante, autorisée. La colère se mêle à une forme de certitude. Celle d'avoir le droit d'agir. La première cible n'est pas choisie au hasard, mais elle n'est pas annoncée non plus. Il commence là où il est. Dans son environnement immédiat. Des voisins. Des gens qu'il connaît. Des visages familiers. La proximité rend l'acte encore plus radical. La colère ne cherche pas la distance. Elle cherche l'impact. Lorsqu'il passe à l'acte pour la première fois, il n'y a pas de discours. Pas de confrontation prolongée. Les coups de feu sont rapides. Violents. Définitifs. La maison devient une scène de mort en quelques secondes. Puis le feu. L'incendie n'est pas seulement un moyen de destruction. Il est un signal. Une extension de la violence. Il éclaire la nuit. Il transforme l'espace. Il crée le chaos. Wortmann ne cherche pas à dissimuler immédiatement ce qu'il fait. Il laisse des traces visibles. La colère prend de l'ampleur. À chaque geste, il semble s'éloigner davantage de toute possibilité de retour. Chaque acte renforce le suivant. Il ne s'arrête pas pour réfléchir. Il n'hésite pas. Il enchaîne. La violence devient une trajectoire. La communauté commence à se réveiller, sans comprendre. Des bruits inhabituels. Des flammes. Des appels. Mais personne ne relie encore les événements. Rien n'est structuré. La confusion protège Wortmann. Sa colère, désormais, n'a plus besoin de cible précise.
Toute personne rencontrée devient potentiellement une victime. Il ne distingue plus. Il n'évalue plus. Il agit. Le déguisement renforce cette dynamique. Les gens voient un policier. Ils ne voient pas un homme en colère. Ils ne se méfient pas. Ils sortent. Ils s'approchent. Ils obéissent. Ce réflexe leur sera fatal. La colère de Wortmann n'est pas explosive. Elle est méthodique. Elle avance. La nuit absorbe les premiers cris. Les routes restent désertes. Les secours tardent. Wortmann comprend qu'il dispose de temps. Il n'est pas interrompu. Il n'est pas stoppé. Chaque minute sans opposition renforce son sentiment de toute puissance. À ce stade, il n'y a plus de retour possible. La colère s'est transformée en massacre en devenir. Ce qui avait commencé comme une dispute privée s'est élargi à une violence collective. Portapique est déjà en train de basculer, même si ses habitants ne le savent pas encore. Dans l'obscurité de la Nouvelle-Écosse, la colère de Gabriel Wortmann a trouvé son espace. Et elle ne va plus s'arrêter. Les premières flammes percent la nuit peu après 22 heures. À Portapique, le feu n'est pas une vision courante à cette heure-là. Lorsqu'une lueur orangée apparaît derrière une maison, elle ne provoque d'abord qu'une incompréhension. Un accident, pensent certains. Un problème électrique. Rien qui évoque encore une attaque. Gabriel Wortmann est déjà en mouvement. Il circule lentement dans la communauté, au volant de son véhicule qui ressemble à celui de la Gendarmerie royale du Canada. Les phares découpent la route étroite. Le gyrophare, parfois visible, rassure plus qu'il n'inquiète. Un policier dans la nuit est perçu comme une présence protectrice. Wortmann le sait. Il en joue. La première maison qu'il incendie devient un point de rupture. Le feu se propage rapidement. Les flammes lèchent les murs, montent vers le ciel sombre. Le crépitement du bois résonne dans le silence. À l'intérieur, des vies s'éteignent. Dehors, personne n'est encore prêt à comprendre ce qui se passe réellement. Les coups de feu suivent. Ils ne sont pas immédiatement identifiés comme tels. Dans une zone rurale, un bruit sec peut être confondu avec autre chose. Un objet qui tombe. Un pneu qui éclate. La nuit brouille les repères. La confusion protège encore Wortmann. Il ne reste pas sur place. Il se déplace d'une maison à l'autre, avec méthode. Chaque arrêt est bref. Il agit vite. Il n'échange que peu de mots, parfois aucun. L'uniforme suffit à imposer sa présence. Les habitants ouvrent leurs portes. Ils pensent avoir affaire à un agent venu signaler un danger, un incendie, une évacuation. Ils ne comprennent que trop tard. Le feu devient un outil central. Il éclaire. Il désoriente. Il attire l'attention ailleurs pendant que Wortmann se déplace. Il détruit les lieux, efface les traces, plonge la communauté dans un chaos visuel et sonore. Portapique commence à s'embraser. Des voisins sortent, inquiets. Ils voient les flammes. Ils voient aussi la voiture de police. Cette vision crée une contradiction paralysante. Comment un policier pourrait-il être lié à ce qui se passe? L'idée ne s'impose pas encore. Elle paraît trop absurde. Wortmann profite de ce moment. Il tire sur des personnes qu'il connaît. Des voisins. Des visages familiers. La proximité ne ralentit pas son geste. Au contraire. Elle semble l'ancrer davantage dans sa trajectoire. Chaque tir est précis. Chaque acte est définitif. Les maisons brûlent. Les routes restent désertes. Les appels commencent à affluer. Les premiers témoins tentent de joindre les secours. Les messages sont confus. Ils parlent de coups de feu. D'un incendie. D'un homme armé. Certains mentionnent un policier. D'autres hésitent. Les mots se mélangent. La situation paraît irréelle. À ce stade, personne ne parle encore de massacre. Les services d'urgence reçoivent les informations, mais elles sont fragmentaires. Portapique est isolé. Les forces de l'ordre ne sont pas immédiatement sur place. Le temps joue en faveur de Wortmann. Il continue de se déplacer, sans être interrompu. Les flammes se multiplient. Chaque incendie crée un nouveau foyer de panique. La fumée s'élève au-dessus des arbres. Les sirènes tardent à se faire entendre. Les habitants ne savent pas s'ils doivent fuir, se cacher, ou attendre des instructions. Certains choisissent de rester chez eux. D'autres prennent la route. D'autres encore se réfugient dans les bois. Wortmann observe ses réactions. Il ajuste ses déplacements. Il utilise l'obscurité. Il utilise la peur. Il utilise la croyance que la police est là pour aider.
Lorsqu'il s'arrête, il inspire encore suffisamment de confiance pour approcher ses victimes. Les premiers feux marquent un changement irréversible. La violence n'est plus isolée. Elle est désormais visible, multiple, impossible à ignorer. La communauté entière est touchée. Même ceux qui ne voient pas directement les flammes en perçoivent les effets. L'odeur de fumée. Les appels paniqués. Le sentiment que quelque chose d'anormal est en train de se produire. Wortman ne ralentit pas. Il ne semble pas chercher à se cacher. Il agit comme s'il avait le temps. Comme s'il savait que personne ne viendrait immédiatement l'arrêter. Cette assurance renforce l'horreur de la situation. Il n'y a pas de confrontation directe. Pas encore. Seulement une série d'attaques dispersées, mais liées par une même présence. La nuit est désormais trouée de lumière. Portapique n'est plus un village endormi. Il est devenu un espace de danger, sans frontières claires, sans informations fiables. Les habitants ne savent pas où se trouve l'assaillant. Ils ne savent pas qui ils peuvent croire. Les premiers feux ont fait leur œuvre. Ils ont détruit des maisons. Ils ont pris des vies. Ils ont installé la peur. Et pendant que les flammes continuent de brûler, Gabriel Wortman quitte Portapique, laissant derrière lui une communauté déjà brisée, sans savoir que le pire reste encore à venir. Les premières victimes de Gabriel Wortman ne sont pas des inconnus. Ce sont des voisins. Des gens qu'il a croisés, salués, parfois fréquentés. Des visages familiers, inscrits dans le paysage quotidien de Portapique. Cette proximité rend la violence plus brutale encore, plus incompréhensible. Dans une petite communauté, les relations sont simples. On se connaît sans toujours se parler. On reconnaît les voitures. On identifie les maisons. Wortman appartient à ce décor. Il n'est pas un intrus. Il est l'un des leurs. Et c'est précisément ce qui rend les premières attaques si déstabilisantes. Les victimes n'ont pas le temps de comprendre. Lorsqu'il arrive devant une maison, en uniforme, au volant d'un véhicule qui ressemble à celui de la police, les habitants n'éprouvent pas de méfiance immédiate. Certains sortent pour voir ce qui se passe. D'autres ouvrent leurs portes. Ils pensent à un avertissement, à une évacuation, à une intervention liée aux incendies déjà visibles dans le voisinage. Ils ne voient pas le danger. Les tirs sont rapides. Précis. Wortman ne parle presque pas. Il ne se justifie pas. Il ne crie pas. Il agit comme s'il exécutait une suite d'actions prévues. Les corps tombent là où ils se trouvent. À l'intérieur des maisons. Sur les seuils. À l'extérieur, dans la nuit froide. Le feu suit souvent. Les maisons s'embrasent, effaçant toute possibilité de secours immédiat. Les flammes consomment les lieux de vie, les souvenirs, les preuves. Les victimes ne sont pas seulement tuées. Elles sont englouties dans un chaos qui rend toute réaction organisée impossible. Les voisins qui assistent à ces scènes n'en croient pas leurs yeux. Ils voient des flammes. Ils entendent des détonations. Ils aperçoivent un véhicule de police. Leur esprit refuse d'assembler ces éléments. L'idée qu'un homme déguisé en policier puisse être l'auteur de ces actes est trop éloignée de leurs repères habituels. La confusion devient totale. Certaines victimes tentent de fuir. Elles sortent précipitamment de chez elles, sans direction claire. D'autres se barricadent, espérant que le danger passera. Quelques-unes cherchent de l'aide, croyant encore pouvoir faire confiance à la figure d'autorité qu'elles voient dans la rue. Cette confiance leur coûte la vie. Wortman ne semble pas distinguer ses cibles selon un critère précis. Il ne cherche pas une catégorie particulière. Il frappe là où il passe. Là où une porte s'ouvre. Là où une présence se manifeste. La violence est opportuniste, mais inscrite dans une trajectoire continue. Chaque victime devient une étape. Les cris sont étouffés par la distance entre les maisons. Les coups de feu résonnent sans être immédiatement localisés. Les appels d'urgence se multiplient, mais les informations transmises sont fragmentaires. Les témoins parlent tous de scènes différentes, à des endroits différents, sans comprendre qu'il s'agit d'un même homme. Les victimes se multiplient sans que la situation soit encore identifiée comme une attaque coordonnée. Dans certaines maisons, des couples sont abattus ensemble. Des amis. Des personnes âgées. La brutalité est la même, quel que soit l'âge ou le lien avec Wortman. Il n'y a pas de confrontation prolongée. Pas de discussion. L'acte est direct, irréversible. Le feu achève ce que les balles ont commencé. Les flammes éclairent la nuit, révélant brièvement l'ampleur du drame. Elles attirent l'attention, mais aussi la peur. Certains habitants, voyant le danger, choisissent de s'enfuir dans les bois environnants.
Ils se cachent, dans le froid, sans téléphone, sans savoir s'ils sont poursuivis. Ils survivent par hasard. Pour d'autres, la rencontre avec Wortmann est fatale. L'uniforme suffit à les figer. À les maintenir sur place quelques secondes de trop. Dans une situation normale, la police est un refuge. Cette nuit-là, elle devient un piège. Les victimes ne comprennent qu'au dernier instant. À mesure que les attaques se succèdent, Portapique se transforme en un espace de peur absolue. Les repères disparaissent. Les routes ne sont plus sûres. Les maisons ne protègent plus. La nuit n'offre plus d'abri. Wortmann continue d'avancer. Il ne s'attarde pas sur les corps. Il ne regarde pas en arrière. Il quitte chaque scène rapidement, laissant derrière lui des morts, des flammes et des questions sans réponse. Il semble déterminé à poursuivre, comme si chaque victime renforçait sa trajectoire plutôt que de la ralentir. Les premières victimes marquent un point de non-retour. Elles transforment une violence locale en massacre en devenir. Elles montrent que Wortmann n'est pas là pour intimider, ni pour se faire entendre. Il est là pour tuer, encore et encore, sans distinction, sans pause. Portapique est désormais un lieu de mort. Les habitants qui survivent cette première phase ne le doivent ni à une intervention rapide, ni à une alerte efficace, mais à la chance, à l'obscurité, ou à une fuite désespérée. Le hasard devient un facteur de survie. Et pendant que la communauté est frappée en plein cœur, Gabriel Wortmann s'éloigne déjà, laissant derrière lui ses premières victimes, sans savoir que leur nombre ne cessera d'augmenter au fil des heures à venir. À partir de cette nuit-là, la violence change de nature. Elle n'est plus limitée à Portapique. Elle se déplace. Elle s'étire. Elle devient une chasse. Les premiers appels parviennent enfin au service d'urgence. Les témoignages sont confus, fragmentés, parfois contradictoires. On parle de coups de feu, d'incendie, d'un homme armé. Plusieurs appelants évoquent un policier. Cette information, loin de clarifier la situation, ajoute à la confusion. Comment un policier pourrait-il être l'auteur de ces tirs? Les forces de l'ordre hésitent. Les distances sont grandes. Les routes sont rurales. Les informations arrivent en désordre. Il est difficile d'établir une vision d'ensemble. Pendant que les premières équipes se mobilisent, Gabriel Wortmann est déjà ailleurs. Il quitte Portapique. Son véhicule ressemble toujours à celui de la GRC. Son uniforme est intact. Il circule sans être inquiété. Les routes sont presque désertes. La nuit lui offre une liberté totale. À chaque kilomètre parcouru, il s'éloigne de la première scène de crime, mais il ne s'éloigne pas de sa trajectoire. La chasse commence réellement ici. Wortmann ne fuit pas. Il avance. Il se déplace d'un endroit à un autre avec une assurance troublante. Il sait que les forces de l'ordre ne sont pas encore coordonnées. Il sait que la confusion joue en sa faveur. Il utilise cette fenêtre de temps avec une froide lucidité. Lorsqu'il croise des habitants sur la route, il n'éveille pas la méfiance. Le véhicule de police rassure. L'uniforme impose le silence. Certains ralentissent. D'autres s'arrêtent. Ils pensent à un contrôle, à une alerte, à une demande d'évacuation. Ils obéissent. Wortmann ouvre le feu sans avertissement. Il ne laisse aucune chance. Les victimes tombent sur la chaussée, dans leur voiture, sur le bas-côté. La violence se déplace avec lui, laissant derrière elle des corps isolés, dispersés sur un territoire de plus en plus vaste. La chasse n'est pas improvisée. Elle suit les routes. Elle exploite la confiance. Pendant ce temps, les appels d'urgence se multiplient. Les opérateurs tentent de comprendre. Ils entendent parler de plusieurs lieux, de plusieurs incidents, de plusieurs victimes. Il devient évident qu'il ne s'agit pas d'un événement isolé. Mais le schéma reste flou. Trop d'informations. Pas assez de certitude. Les habitants commencent à comprendre que quelque chose d'exceptionnel est en cours. Certains se barricadent chez eux. D'autres prennent la route, espérant s'éloigner du danger. Ce mouvement crée de nouvelles occasions pour Wortmann. Chaque voiture devient une cible potentielle. Chaque arrêt une possibilité de tuer. Il continue. Les forces de l'ordre cherchent à le localiser, mais Wortmann change constamment de direction. Il ne suit pas un itinéraire simple. Il emprunte des routes secondaires. Il traverse des zones boisées, des villages, des intersections peu surveillées. Son avance est rapide, mais jamais désordonnée. Il semble toujours avoir une longueur d'avance. La nuit est longue. Elle étire le temps. Chaque minute sans intervention renforce l'ampleur du drame.
Wortmann circule pendant des heures, sans être arrêté. Cette absence d'opposition nourrit un sentiment de toute-puissance. Il agit comme si rien ne pouvait l'atteindre. La chasse devient nationale dans sa portée, même si elle reste invisible pour une grande partie du pays. Dans les villages qu'il traverse, les habitants ne comprennent pas immédiatement. Ils voient un véhicule de police. Ils n'imaginent pas qu'il puisse être porteur de mort. Cette erreur d'interprétation leur est fatale. L'uniforme continue de fonctionner comme un laissez-passer. Wortmann ne montre aucun signe d'hésitation. Il ne se cache pas. Il ne fuit pas. Il poursuit. À mesure que la nuit avance, la peur se répand. Les messages circulent. Les rumeurs aussi. Certains parlent d'un tireur déguisé en policier. D'autres refusent d'y croire. L'idée est trop dérangeante. Trop contraire à tout ce que représente l'uniforme. Mais la réalité s'impose peu à peu. La chasse se poursuit jusqu'aux premières heures du matin. Wortmann traverse des dizaines de kilomètres. Chaque déplacement est en la zone de danger. Chaque nouvelle victime ajoute à la gravité de l'événement. Il ne cherche pas à se cacher dans l'ombre. Il utilise la lumière des phares, la visibilité, la normalité apparente. La nuit commence lentement à céder la place à l'aube. Mais la chasse n'est pas terminée. Lorsque le jour se lèvera, Gabriel Wortmann sera toujours libre. Toujours armé. Toujours en uniforme. Et la violence qu'il a déclenchée s'apprête à entrer dans une nouvelle phase, encore plus visible, encore plus dévastatrice. La nuit avance, mais la clarté n'arrive pas. Au contraire, un brouillard s'installe. Un brouillard fait de fumée, de peur, de messages incomplets et de décisions retardées. Rien n'est net. Rien n'est sûr. La situation échappe à toute lecture simple. Dans les maisons encore intactes, les habitants tentent de comprendre ce qui se passe. Les téléphones vibrent. Les appels se succèdent. Certains parlent d'incendie. D'autres de coups de feu. Quelques-uns mentionnent un policier armé. Cette information circule, mais elle est difficile à croire. Un policier est censé protéger. Pas tirer. Les centres d'urgence reçoivent des appels en cascade. Les opérateurs tentent de relier les événements entre eux. Les cartes se remplissent de points dispersés. Trop dispersés. Trop éloignés pour former un scénario évident. Il n'y a pas encore de certitude sur le nombre de victimes, ni sur l'itinéraire exact du tireur. La confusion règne. Les forces de l'ordre se mobilisent progressivement. Les unités se préparent, mais la situation est inédite. Les informations reçues sont contradictoires. Certains témoins décrivent un homme en uniforme. D'autres parlent d'un civil armé. Les descriptions varient. Les horaires se superposent. Le brouillard n'est pas seulement météorologique. Il est mental. Pendant ce temps, Gabriel Wortmann continue de circuler. Il traverse des zones rurales, puis des routes plus fréquentées. Il croise des véhicules, parfois sans s'arrêter. D'autres fois, il intercepte. Chaque interaction est une prise de risque pour ceux qu'il rencontre. Chaque croisement peut devenir fatal. Les habitants commencent à se méfier. Certains refusent désormais d'ouvrir leurs portes, même à un policier. Ils observent à travers les rideaux. Ils éteignent les lumières. Ils se barricadent. Mais ce réflexe arrive tard. Trop tard pour ceux qui ont déjà croisé la route de Wortmann. La peur se propage plus vite que l'information fiable. Sur les routes, le danger est partout et nulle part à la fois. Personne ne sait exactement où se trouve le tireur. Personne ne sait s'il est seul. Personne ne sait s'il porte encore un uniforme ou s'il a changé d'apparence. Chaque voiture de police devient un point d'interrogation. La confiance commence à se fissurer. Les messages d'alerte officiels tardent à être diffusés. Lorsqu'ils arrivent, ils sont incomplets. Trop généraux. Ils demandent aux habitants de rester chez eux, mais sans expliquer clairement la nature de la menace. Certains reçoivent l'information. D'autres non. Le réseau est saturé. Le brouillard s'épaissit. Dans les bois, des personnes sont encore cachées. Elles grelottent. Elles n'osent pas bouger. Elles entendent parfois des moteurs au loin, des sirènes, des bruits indéfinissables. Elles ne savent pas si le danger est passé. Elles ne savent pas si quelqu'un viendra les chercher. Le temps s'étire. Les forces de l'ordre commencent à comprendre l'ampleur de la situation. Il ne s'agit plus d'un incident local. Il s'agit d'un homme armé, mobile, qui imite la police. Cette prise de conscience change tout. Mais elle arrive après des heures de violence. Le brouillard a déjà fait des victimes.
Wortmann profite encore de cette confusion. Il change parfois de véhicule. Il ajuste son apparence. Il adapte son comportement. Il ne se précipite pas. Il observe. Il choisit ses moments. Il sait que chaque minute supplémentaire est une minute de pouvoir. La nuit cède lentement à l'aube. Mais la lumière ne dissipe pas immédiatement le brouillard. Au contraire. Elle révèle des routes vides, des maisons brûlées, des véhicules abandonnés. Elle révèle aussi une province figée dans l'incompréhension. Les habitants se réveillent dans un monde qui ne ressemble plus à celui de la veille. Ils apprennent, par fragments, ce qui s'est passé. Ils entendent parler de mort, de tirs, d'un homme déguisé en policier. L'information circule, mais elle est encore floue. Le brouillard n'est pas totalement levé. Gabriel Wortmann est toujours libre. Il continue de se déplacer alors que le jour se lève. Il sait que la visibilité change, que les risques augmentent. Mais il sait aussi que le chaos qu'il a créé continue de le protéger. Les routes sont encore peu surveillées. Les forces de l'ordre tentent de se positionner, mais il reste des zones d'ombre. Le brouillard commence lentement à se dissiper dans les esprits. Mais pas assez vite. Chaque minute compte désormais. Chaque erreur d'interprétation peut être fatale. La nuit a laissé place à un matin incertain, lourd, chargé de questions sans réponse. La chasse n'est pas terminée. La peur est installée. Et dans ce brouillard persistant, Gabriel Wortmann poursuit sa route, toujours vêtu du masque de la loi, toujours porteur de mort. À mesure que la nuit s'efface, Gabriel Wortmann comprend que son déguisement est devenu son arme la plus efficace. Plus que les armes qu'il transporte. Plus que la peur qu'il inspire. Le masque de la loi lui ouvre encore les routes, les portes, les regards. Dans les premières heures du matin, la confusion est totale. Les habitants savent désormais qu'un homme armé circule, mais l'idée qu'il puisse porter un uniforme de la Gendarmerie royale du Canada reste difficile à intégrer. L'uniforme est un symbole trop fort, trop rassurant, trop profondément ancré dans la confiance collective. Wortmann exploite cette faille. Il continue de se déplacer librement. Il s'arrête parfois sur le bas-côté. Il active brièvement ses feux. Il adopte la posture d'un agent en intervention. Les automobilistes ralentissent. Certains s'arrêtent. Ils pensent à un contrôle, à une alerte, à une demande d'évacuation. Ils obéissent sans discuter. Lorsqu'ils s'approchent, l'illusion tient encore. La tenue est crédible. Le véhicule aussi. Dans la lumière incertaine de l'aube, les détails ne sont pas remis en question. Les victimes n'ont que quelques secondes pour comprendre que quelque chose ne va pas. Quelques secondes de trop. Les tirs sont immédiats. Wortmann ne se cache pas derrière le masque. Il l'assume pleinement. Il se tient droit. Il agit avec une froideur presque administrative. Le pouvoir qu'il ressent ne vient pas seulement de l'arme. Il vient de l'autorité que les autres lui prêtent. Il est à la fois la loi et sa négation. Dans certains villages qu'il traverse, personne ne comprend encore ce qui se passe. Les habitants commencent leur journée. Ils sortent de chez eux. Ils prennent leur voiture pour aller travailler. Ils ne s'attendent pas à croiser la mort sur une route ordinaire. Le masque fonctionne une dernière fois. Wortmann arrête des véhicules. Il s'approche calmement. Il parle peu, voire pas du tout. Les conducteurs le regardent, attendant une instruction. Il cherche des réponses sur son visage. Il ne trouve que le silence, puis la violence. Les corps restent là, isolés, sur des routes secondaires, parfois découverts plus tard. Chaque victime élargit encore la zone de traumatisme. Chaque arrêt transforme un lieu banal en scène de mort. Pendant ce temps, les forces de l'ordre comprennent enfin l'ampleur de l'usurpation. Les messages internes circulent. On parle désormais clairement d'un suspect déguisé en policier. Les agents sont avertis. Mais cette information met du temps à atteindre le public. Le mal a toujours une longueur d'avance. La population commence à douter. Certains refusent désormais de s'arrêter. D'autres hésitent. Le réflexe de confiance se fissure. Mais il ne disparaît pas totalement. Trop d'années d'habitude. Trop de respect pour l'uniforme. Wortmann ressent cette tension. Il sait que le temps joue désormais contre lui. Que le jour rendra son déguisement moins efficace. Que les barrages se multiplient. Que la chasse se referme. Mais il continue. Comme s'il voulait aller jusqu'au bout de ce rôle qu'il s'est attribué. Il traverse des zones de plus en plus fréquentées. Les routes principales. Les intersections.
Chaque déplacement devient plus risqué, mais aussi plus symbolique. Il ne se cache plus dans l'ombre des bois. Il s'expose. Le masque commence à se fissurer. Des témoins signalent des incohérences. Un policier seul. Un véhicule qui ne correspond pas parfaitement. Des comportements inhabituels. La certitude s'installe progressivement. Ce n'est pas un agent. C'est un imposteur. Mais pour certaines victimes, cette prise de conscience arrive trop tard. Le masque de la loi a permis à Wortman de tuer sans résistance. Il a transformé la confiance en piège. Il a utilisé le symbole même de la protection pour semer la mort. Cette inversion marque profondément la communauté. Après cette nuit, plus rien ne sera pareil. La sirène, autrefois rassurante, devient un son ambigu. L'uniforme, autrefois protecteur, porte désormais une ombre. Wortman ne tue pas seulement des individus. Il détruit un lien fondamental entre une population et ceux qui sont censés la protéger. Le masque commence à tomber. Les forces de l'ordre resserrent l'étau. Les informations circulent plus clairement. Les barrages se mettent en place. Wortman le sent. Il adapte son comportement. Il change parfois de véhicule. Il ajuste son apparence. Il cherche encore à gagner du temps. Mais la trajectoire touche à sa fin. Le masque de la loi lui a offert des heures de liberté meurtrière. Il lui a permis de traverser une province presque sans entrave. Mais aucun déguisement ne tient éternellement face à la réalité. Alors que la matinée avance, l'illusion s'effrite. La chasse entre dans sa dernière phase. Et Gabriel Wortman, encore en mouvement, approche du moment où le masque ne suffira plus. Lorsque le jour se lève sur la Nouvelle-Écosse, la nuit n'a pas encore rendu les armes. L'aube apporte la lumière, mais elle n'apporte pas la sécurité. Elle révèle seulement l'étendue du chaos. Les routes se dessinent sous un ciel pâle. Les forêts sortent lentement de l'ombre. Les maisons apparaissent, certaines intactes, d'autres noircies par la fumée. Pour ceux qui se réveillent à ce moment-là, le monde semble irréel. Comme si la nuit avait laissé derrière elle une autre réalité. Gabriel Wortman est toujours en mouvement. Il a déjà parcouru des dizaines de kilomètres. Il quitte les zones rurales les plus isolées pour atteindre des routes plus fréquentées. Le danger change de visage. Il n'est plus concentré dans un seul lieu. Il est diffus, mobile, imprévisible. L'aube rend tout plus visible. Mais elle rend aussi les victimes plus nombreuses. Des automobilistes prennent la route pour aller travailler. Certains n'ont pas encore entendu les alertes. D'autres ont reçu des informations floues, sans savoir exactement quoi craindre. Ils voient un véhicule de police. Ils ne pensent pas au pire. Ils ralentissent. Ils obéissent encore. Wortman continue d'exploiter ce réflexe. Il intercepte des voitures. Il s'approche calmement. Le jour permet désormais de distinguer son visage, mais pas suffisamment pour lever le doute immédiatement. L'uniforme reste crédible. Le comportement est assuré. Les victimes n'ont pas le temps de réagir. Les tirs éclatent en pleine lumière. Les corps tombent sur le bas-côté. Sur la chaussée. Dans des véhicules arrêtés trop tard. Chaque scène est brève. Wortman ne s'attarde pas. Il quitte rapidement les lieux, laissant derrière lui des morts découvertes parfois seulement plusieurs heures plus tard. L'aube est sanglante. Dans certains cas, les victimes tentent de fuir. Elles sortent de leur véhicule. Elles courent. Elles cherchent un abri. Mais la distance est trop courte. La surprise trop grande. La violence trop rapide. La fuite ne suffit pas. La peur s'installe définitivement. Les messages d'alerte commencent enfin à circuler plus largement. Les autorités demandent aux habitants de rester confinés. De ne pas s'approcher des policiers isolés. De signaler toute anomalie. Mais ces consignes arrivent tardivement. Et elles ne parviennent pas à tout le monde. La province entière est désormais en état de choc. Wortman parcourt plus de 100 km. Chaque déplacement élargit la zone touchée. Chaque nouvelle victime transforme un lieu ordinaire en point de traumatisme. Des villages entiers se réveillent avec la certitude que le danger est passé par là, parfois sans qu'ils ne l'aient vu. Il n'y a plus de frontières claires entre les zones sûres et les zones dangereuses. À mesure que la matinée avance, les forces de l'ordre resserrent l'étau. Les informations sont désormais plus précises. Le portrait du suspect circule. Les agents savent qu'ils recherchent un homme déguisé en policier, armé, mobile, extrêmement dangereux. Mais Wortman continue de se déplacer. Il semble animé par une urgence nouvelle. Le temps lui échappe.
La lumière rend chaque mouvement plus risqué. Les barrages se multiplient. Les patrouilles se croisent. Il sait que la fin approche. Mais il ne s'arrête pas. La violence devient plus désespérée. Parmi les victimes de cette phase finale, certaines n'ont aucun lien avec Wortmann. Elles ne vivent pas à Portapique. Elles ne le connaissent pas. Elles se trouvent simplement sur sa trajectoire. Une infirmière en route pour son travail. Des conducteurs ordinaires. Des personnes prises au hasard. Le massacre n'a plus de visage local. Il devient national dans son impact. Chaque nouvelle mort renforce le sentiment d'absurdité. Rien ne justifie cette succession d'actes. Il n'y a pas de revendication. Pas de message. Pas de logique apparente. Seulement une progression continue, comme si Wortmann voulait prolonger le plus longtemps possible cette prise de contrôle. La confiance est brisée. Les habitants regardent désormais chaque uniforme avec inquiétude. Chaque véhicule de police devient suspect. Le symbole de la protection est irrémédiablement atteint. Ce traumatisme s'installe bien au-delà des victimes directes. À la radio, à la télévision, les informations se succèdent. Le pays commence à comprendre l'ampleur de ce qui est en train de se dérouler. On parle déjà du pire massacre de masse de l'histoire récente du Canada. Mais sur le terrain, la situation n'est pas encore terminée. Wortmann avance encore. La fatigue est visible. Les heures s'accumulent. Le corps encaisse, mais l'esprit semble toujours focalisé sur l'action. Il n'y a pas de pause. Pas de repli. Il continue jusqu'à ce que les circonstances l'y obligent. L'aube, censée annoncer la fin de la nuit, devient le théâtre des derniers actes. Elle éclaire les scènes de mort. Elle révèle ce que l'obscurité avait dissimulé. Elle expose la violence à la vue de tous. Lorsque Wortmann approche de sa dernière destination, la province est suspendue. Les forces de l'ordre convergent. Les habitants se terrent. Les routes sont surveillées. Le temps semble ralentir. L'aube sanglante touche à son point culminant. Et bientôt, sur une aire banale, au bord d'une autoroute, la trajectoire de Gabriel Wortmann va s'achever. Mais pour le pays, rien ne sera plus jamais comme avant. Lorsque l'information commence enfin à circuler clairement, le Canada se fige. Ce qui, pendant des heures, n'a été qu'une suite de faits confus devient soudain une réalité impossible à contourner. Un homme a parcouru la Nouvelle-Écosse en tirant sur des civils. Il a utilisé un uniforme de police. Il a frappé à répétition, sans être arrêté. Le chiffre commence à circuler. Il ne cesse d'augmenter. Le pays est sidéré. Dans les foyers, les radios restent allumées. Les télévisions diffusent des images en continu. Des routes bloquées. Des maisons calcinées. Des agents armés, tendus, sur des barrages improvisés. Les journalistes parlent prudemment. Les mots manquent pour qualifier ce qui est en train de se produire. Rien ne semble à la hauteur. Les habitants de la Nouvelle-Écosse vivent dans un état de stupeur collective. Les écoles ferment. Les commerces baissent leurs rideaux. Les routes se vident. Les consignes officielles demandent de rester chez soi, d'éviter tout contact inutile, de ne faire confiance à personne sans confirmation claire. La peur s'installe durablement. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement la violence qui choque. C'est la durée. Les heures pendant lesquelles Gabriel Wortmann a pu circuler librement. Les multiples lieux touchés. L'impression que personne ne pouvait l'arrêter. Cette sensation d'impuissance collective laisse une trace profonde. La confiance est fissurée. L'uniforme de la Gendarmerie royale du Canada, symbole national, est désormais associé à l'horreur. Les images du faux véhicule circulent. Les détails sont disséqués. Comment une telle imitation a-t-elle pu tromper autant de monde? Comment a-t-elle pu durer si longtemps? Les questions s'accumulent plus vite que les réponses. Les autorités communiquent, mais avec retenue. Elles confirment progressivement les faits. Elles parlent d'un tireur unique. D'une attaque sans précédent. Elles évitent les spéculations. Elles demandent le calme, alors que le pays est en état de choc. Les réseaux sociaux amplifient tout. Les rumeurs circulent. Les témoignages se multiplient. Certains racontent avoir vu le véhicule. D'autres partagent des photos, des vidéos, des messages d'alerte reçus trop tard. La chronologie se reconstruit en direct, de manière imparfaite, parfois erronée. Le chaos informationnel prolonge le traumatisme. Dans les communautés touchées, le silence s'installe. Les habitants restent enfermés, collés à leurs fenêtres. Ils comptent les heures. Ils attendent la confirmation que l'homme est arrêté, ou mort.
Chaque sirène provoque une montée d'angoisse. Chaque bruit extérieur est suspect. La normalité a disparu. Les familles des victimes commencent à être contactées. Certaines apprennent la mort d'un proche par les médias. D'autres attendent encore, dans l'incertitude la plus totale. Le temps se suspend. L'attente devient insupportable. Le pays entier retient son souffle. Les commentateurs tentent de comparer. Ils parlent d'événements passés, d'attaques isolées. Mais aucune comparaison ne tient vraiment. L'ampleur géographique, la durée, l'usurpation d'identité policière. Tout rend cette attaque différente, plus dérangeante. Elle touche à un tabou. La violence armée de cette ampleur est rare au Canada. Elle est souvent perçue comme un problème extérieur, lointain. Cette illusion s'effondre brutalement. La frontière entre ici et ailleurs disparaît. Le sentiment de sécurité nationale est profondément ébranlé. Les forces de l'ordre sont elles aussi sous pression. Elles poursuivent la traque. Elles ferment les accès. Elles coordonnent des unités venues de plusieurs régions. Elles savent que chaque minute compte. Que l'homme est toujours en liberté. Que d'autres victimes sont possibles. Le pays sidéré regarde, impuissant. Dans les médias internationaux, l'information commence à circuler. On parle de la Nouvelle-Écosse. D'un tireur déguisé en policier. D'un massacre qui semble ne pas s'arrêter. Le Canada, habituellement perçu comme calme, apparaît soudain sous un autre jour. L'image se fissure. À mesure que la matinée avance, l'espoir d'une fin proche grandit. Les autorités laissent entendre que la zone de recherche se resserre. Que le suspect a été identifié. Que sa trajectoire est mieux comprise. Mais rien n'est encore confirmé officiellement. L'attente est insoutenable. Le pays sidéré vit une expérience collective rare. Un moment où le temps semble suspendu, où chaque citoyen, même loin des lieux, se sent concerné. Où la peur, la colère et l'incompréhension se mêlent sans ordre. Ce chapitre n'est pas seulement celui d'une traque. Il est celui d'une prise de conscience brutale. Le Canada découvre qu'il n'est pas à l'abri. Que la violence peut surgir là où on ne l'attend pas. Qu'un homme seul, déterminé, peut faire vaciller une nation entière pendant de longues heures. Et pendant que le pays regarde, figé, Gabriel Wortman approche de la fin de sa course. Une fin qui, bientôt, mettra un terme à la violence immédiate, sans jamais réparer ce qui a été brisé. À ce stade, la violence n'est plus seulement une succession d'attaques. Elle est devenue une traque. Les forces de l'ordre savent désormais précisément ce qu'elles cherchent. Un homme seul. Armé. Déguisé en policier. Mobile. Extrêmement dangereux. Son nom circule en interne. Son visage aussi. Les informations se recoupent enfin. Les zones touchées dessinent une trajectoire. L'étau commence à se resserrer. Des unités de la Gendarmerie royale du Canada sont mobilisées à grande échelle. Des patrouilles convergent. Des barrages sont installés sur les axes principaux. Des hélicoptères sont déployés. Les radios saturent. Les ordres se succèdent. La priorité est claire, localiser Gabriel Wortman et l'empêcher de faire d'autres victimes. Mais la traque est compliquée. Wortman a une avance considérable. Il connaît le terrain. Il a déjà changé de véhicule. Il adapte son apparence. Il évite les zones trop surveillées. Il emprunte des routes secondaires, parfois désertes, parfois fréquentées. Ils se font encore, par moments, dans le décor. La traque est asymétrique. D'un côté, des forces organisées, nombreuses, mais contraintes par les règles, la prudence, la nécessité d'éviter toute bavure. De l'autre, un homme qui n'a plus rien à perdre, qui agit sans limite, sans retenue, sans considération pour sa propre survie. Wortman continue de tuer. À un moment clé, il croise un véritable agent de la GRC. La rencontre est brève. Violente. L'agent est abattu. Wortman s'empare de son arme. Ce meurtre marque un nouveau seuil. Il ne s'attaque plus seulement à des civils. Il s'en prend directement à l'institution qu'il a imitée. La traque devient encore plus urgente. La mort d'un policier secoue profondément les forces de l'ordre. La tension monte. Chaque patrouille comprend désormais que la menace est directe. Qu'aucune hésitation n'est possible. Mais cette prise de conscience arrive dans un contexte déjà saturé par la fatigue et le stress. La coordination s'intensifie. Les informations circulent plus rapidement. Les descriptions sont affinées. Les zones de passage probables sont identifiées.
Les agents savent que Wortmann se déplace vers des secteurs plus fréquentés. Chaque kilomètre parcouru augmente le risque pour des civils qui n'ont rien à voir avec Portapique. La traque devient nationale dans sa portée. Wortmann semble sentir la pression. Ses déplacements deviennent plus erratiques. Il change de rythme. Il s'arrête plus souvent. Il hésite parfois. Mais il ne renonce pas. Il continue d'avancer, comme s'il voulait repousser l'inévitable. Il ne cherche pas à se cacher définitivement. Il cherche à durer. Les forces de l'ordre anticipent une confrontation. Elles savent que la fin ne sera pas une arrestation classique. Wortmann est armé. Il a déjà montré qu'il n'hésite pas à tirer. La priorité est de l'arrêter avant qu'il ne puisse frapper encore. La population est tenue à distance. Les zones sont bouclées. Les consignes de confinement sont renforcées. Les habitants regardent passer les véhicules de police, désormais nombreux, désormais clairement identifiés. Le contraste avec le faux uniforme de Wortmann est frappant. La traque progresse. À mesure que les heures passent, la fatigue se fait sentir. Les agents sont sur le terrain depuis longtemps. Ils n'ont pas dormi. Ils opèrent sous une pression intense. Mais personne ne relâche la tension. Chacun sait que la moindre erreur peut coûter des vies. Wortmann, lui aussi, montre des signes d'épuisement. Son apparence change. Son comportement devient plus nerveux. Il se ravitaille. Il s'arrête dans des lieux publics. Il prend des risques qu'il n'aurait peut-être pas pris plus tôt. La fin approche, même s'il refuse de l'admettre. La traque n'est plus une course abstraite. Elle est une question de minutes. Les forces de l'ordre repèrent enfin un secteur clé. Une zone où Wortmann a été vu récemment. Les informations convergent. Les patrouilles se positionnent. Les unités spécialisées se préparent à intervenir. La tension est maximale. Pour la population, l'attente est insupportable. Les médias parlent d'un possible dénouement. Mais personne ne s'avance. Trop de choses ont déjà été imprévisibles. Trop de vies ont été perdues pour croire à une fin simple. La traque se resserre. Gabriel Wortmann est désormais cerné par la réalité. Les routes se ferment. Les marges de manœuvre disparaissent. Il avance encore, mais chaque mouvement le rapproche d'un point final qu'il ne peut plus éviter. La chasse, qui a commencé dans l'ombre et la confusion, entre dans sa phase ultime. Et bientôt, sur un lieu banal, au bord d'une route ordinaire, la violence va s'arrêter. Mais ce qu'elle a détruit, lui, ne pourra jamais être réparé. Le 19 avril 2020, à 11h26, tout se termine sur un lieu banal. Une station-service, au bord d'une autoroute, en Nouvelle-Écosse. Un endroit de passage, sans identité particulière. Des pompes à essence, un petit bâtiment, des voitures qui s'arrêtent quelques minutes avant de repartir. Rien qui évoque une fin. Et pourtant, Gabriel Wortmann s'y arrête après plus de 12 heures de violence. Son visage est marqué par la fatigue. Ses vêtements sont sales. Son corps porte les traces d'une nuit et d'une matinée sans pause. Mais il est toujours armé. Toujours dangereux. Toujours en mouvement. La station-service est ouverte. Des employés sont présents. Des clients aussi. Personne n'imagine encore que l'homme qui arrive est celui que toute la province recherche. Il n'y a pas de sirène. Pas d'annonce. Pas de scène spectaculaire. La tension est invisible. Les forces de l'ordre, elles, sont proches. Les informations ont convergé. Les déplacements de Wortmann ont été signalés. Une unité spécialisée se trouve dans le secteur. Les agents savent que la confrontation est imminente. Ils savent aussi qu'elle doit être rapide. Il n'y aura pas de négociation. Lorsque Wortmann est repéré, tout se joue en quelques instants. Les agents agissent sans délai. Les tirs éclatent. La violence, qui a duré des heures, se concentre soudain en un point précis. Wortmann est touché. Il tombe au sol, près des pompes à essence. Il ne prononce pas un mot. Il n'y a pas de dernière déclaration. Pas de revendication. Pas d'explication. La trajectoire s'arrête brutalement, sans conclusion narrative. La mort de Gabriel Wortmann met fin au danger immédiat, mais elle ne répond à aucune des questions qui se sont accumulées depuis la veille. Le massacre est terminé. Autour de la station-service, le silence retombe presque aussitôt. Les lieux sont sécurisés. Les témoins sont éloignés. Les agents restent en position, prudents, conscients que la situation pourrait encore basculer. Puis la confirmation tombe. Le suspect est mort. 22 personnes ont été tuées.
Le chiffre circule rapidement. Il est repris par les médias. Il est répété, vérifié, confirmé. 22 vies perdues en moins de 24 heures. Des civils. Une policière. Des personnes de tous âges. Des gens ordinaires, pris au hasard ou parce qu'ils se trouvaient sur la trajectoire d'un homme décidé à détruire. Le Canada est sous le choc. À la station-service, les enquêteurs commencent déjà leur travail. Ils documentent. Ils photographient. Ils sécurisent les preuves. Mais l'essentiel est ailleurs. Il est dans les routes parcourues par Wortman. Dans les maisons brûlées. Dans les véhicules abandonnés. Dans les corps découverts parfois bien plus tard. La scène d'Enfield n'est que le point final visible d'un drame étendu. Pour les forces de l'ordre, l'intervention est à la fois un soulagement et un poids immense. Elles ont mis fin à la menace. Mais elles savent aussi qu'elles n'ont pas pu empêcher l'essentiel. La durée de l'attaque. Le nombre de victimes. L'ampleur géographique. Le sentiment d'échec est inévitable. Les autorités annoncent officiellement la fin de l'attaque. Les consignes de confinement sont levées progressivement. Les routes rouvrent. Mais personne ne reprend une vie normale. Trop de choses ont changé. Trop de certitudes ont été brisées. La station-service devient un lieu symbolique. Non pas parce qu'elle a été attaquée en elle-même, mais parce qu'elle marque la fin du mouvement. Le point où la violence cesse de se propager. Là où le pays peut enfin respirer, même si ce souffle est lourd, chargé de deuil. Gabriel Wortman meurt sans avoir expliqué son geste. Il laisse derrière lui une série de scènes sans lien apparent, mais reliées par une même trajectoire de destruction. Il n'y a pas de manifeste. Pas de justification politique ou idéologique claire. Seulement une suite d'actes préparés, exécutés avec méthode, sans considération pour les conséquences. La station-service d'Enfield n'efface rien. Elle n'efface pas les maisons détruites. Elle n'efface pas les familles brisées. Elle n'efface pas la peur installée dans toute une province. Elle met simplement fin à la violence immédiate. Lorsque la nouvelle se répand, certains pleurent. D'autres restent silencieux. Beaucoup ressentent une forme de vide. La fin est là, mais elle ne ressemble pas à un soulagement complet. Elle ressemble à un arrêt brutal, laissant derrière lui un champ de ruines émotionnelles. Le massacre est terminé. Mais le deuil, lui, ne fait que commencer. Une fois le silence revenu, les questions prennent toute la place. Elles arrivent lentement, mais elles ne repartent plus. Pourquoi? C'est le mot qui revient partout. Dans les médias. Dans les foyers. Dans les institutions. Un mot simple, presque naïf, face à une violence d'une telle ampleur. Pourquoi un homme, sans revendication politique claire, sans manifeste, sans discours public, a-t-il préparé et exécuté un massacre aussi long, aussi méthodique? Les autorités cherchent des réponses. Les enquêteurs reconstituent la chronologie. Ils analysent les déplacements. Les armes. Le véhicule. L'uniforme. Chaque détail est passé au crible. Le but n'est plus d'arrêter Wortman. Il est mort. Le but est de comprendre ce qui a rendu possible une telle trajectoire. Mais très vite, une difficulté apparaît. Gabriel Wortman n'a rien laissé derrière lui pour expliquer ses actes. Pas de lettres. Pas de messages. Pas de vidéo. Aucun texte qui permettrait de donner un sens clair à ce qu'il a fait. Son silence est total. Il ne livre aucune clé explicite. Ce silence complique tout. Les proches, les collègues, les connaissances sont interrogés. Certains parlent d'un homme colérique, autoritaire, parfois violent dans l'intimité. D'autres décrivent un professionnel respecté, discret, sans signe apparent de radicalisation. Les témoignages se contredisent, se superposent, dessinent un portrait fragmenté. Aucune explication unique ne s'impose. Les enquêteurs s'intéressent à son passé, à ses relations, à son comportement sur le long terme. Ils découvrent des éléments troublants. Une fascination pour la police. Un intérêt obsessionnel pour les véhicules et les uniformes. Des antécédents de violences domestiques évoqués, mais jamais traités de manière définitive. Des signaux faibles, dispersés. Pris isolément, aucun de ces éléments n'aurait suffi à prédire un massacre. Ensemble, ils dessinent une accumulation de tensions, de frustrations, de colère non traitées. Mais cela reste insuffisant pour répondre à la question centrale. Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette manière? Certains experts parlent de contrôle. Du besoin d'imposer une domination absolue. D'autres évoquent une spirale de violence personnelle qui a trouvé,
dans l'uniforme et l'imitation de la police, un moyen de se déployer sans entrave. Il y a aussi la question du contexte. La période. L'isolement. Le climat anxiogène du printemps 2020. Mais aucune hypothèse ne ferme le dossier. Les médias tentent de construire un récit. Ils analysent chaque minute, chaque choix, chaque détour. Mais très vite, un malaise s'installe. À trop chercher des explications, on risque de transformer Wortmann en objet de fascination. De lui accorder une place qu'il ne mérite pas. Les autorités le savent. Elles avancent prudemment. Elles insistent sur un point. Rien ne justifie. Rien n'explique pleinement. Ce qui s'est passé relève d'une violence extrême, préparée, mais sans revendication idéologique claire. Un acte de destruction, plus qu'un message. Pour les familles des victimes, les questions sont différentes. Pourquoi eux? Pourquoi ce jour-là? Pourquoi cette route, cette maison, cette heure? Ces questions n'auront jamais de réponse satisfaisante. Le hasard joue un rôle immense. Être au mauvais endroit. Faire confiance à la mauvaise personne. Croiser une trajectoire mortelle sans le savoir. Le deuil se heurte à l'absence de sens. Dans la population, une autre question s'impose. Comment cela a-t-il pu durer si longtemps? Comment un homme déguisé en policier a-t-il pu circuler pendant des heures? Comment les alertes ont-elles pu être aussi tardives? Comment la coordination a-t-elle pu échouer à ce point? Ces questions dépassent Wortmann. Elles interrogent les institutions, les procédures, les moyens, la communication d'urgence, les limites d'un système face à un événement hors norme. Des enquêtes officielles sont annoncées. Des rapports seront rédigés. Des recommandations formulées. Mais aucune réforme ne rendra les morts. Le chiffre, 22, devient central. Il est répété. Il est gravé dans la mémoire collective. Il dépasse les statistiques. Il devient un symbole. Celui d'une nuit et d'un matin où un pays a perdu quelque chose de fondamental. La confiance. Les questions continueront d'exister. Elles évolueront avec le temps. Certaines trouveront des réponses techniques. D'autres resteront ouvertes. Définitivement. Parce que certaines violences ne se comprennent pas entièrement. Elles se constatent. Elles se subissent. Le chapitre des questions ne se referme jamais vraiment. Il accompagne le deuil. Il accompagne la mémoire. Il accompagne les survivants, les familles, les communautés touchées. Gabriel Wortmann est mort. Mais les questions, elles, sont toujours là. Et elles pèseront longtemps sur une province, et sur un pays, qui a découvert en une seule nuit à quel point ses certitudes pouvaient être fragiles. Après la violence, vient le silence. Un silence lourd, dense, presque irréel. Il s'installe dans les rues, dans les maisons, dans les paysages de la Nouvelle-Écosse. Les routes sont rouvertes, les barrages levés, mais rien ne reprend vraiment son cours normal. Le pays est entré en deuil. Les premières cérémonies ont lieu rapidement. Des hommages improvisés apparaissent là où les vies se sont arrêtées. Des fleurs sur le bas-côté d'une route. Des bougies devant une maison brûlée. Des peluches, des messages écrits à la main, des drapeaux en berne. Chaque lieu devient un point de mémoire. Les visages des victimes circulent dans les médias. 22 personnes. Des parents. Des enfants. Des grands-parents. Une policière. Des travailleurs ordinaires. Chacun avait une vie avant d'être réduit à un chiffre. Les journalistes racontent leurs histoires avec retenue. Une infirmière qui allait travailler. Un couple à la retraite. Des voisins appréciés. Des familles entières brisées en quelques secondes. Le deuil est multiple. Pour certaines familles, il est immédiat, brutal, sans transition. Pour d'autres, il est différé. Les corps sont identifiés tardivement. Les confirmations arrivent après des heures, parfois des jours d'attente insupportables. L'espoir persiste jusqu'au dernier moment, puis s'effondre. La douleur n'a pas de rythme unique. Les communautés rurales, habituées à la proximité, sont profondément touchées. Ici, on ne pleure pas des inconnus. On pleure des voisins, des amis, des visages croisés chaque semaine. La perte est collective. Elle traverse les générations. Les écoles organisent des temps de recueillement. Les églises ouvrent leurs portes. Les centres communautaires deviennent des lieux de soutien. Les mots manquent. Les autorités rendent hommage aux victimes. Les discours officiels parlent de solidarité, de résilience, de courage. Ces mots sont nécessaires, mais ils n'effacent rien.
Il tente seulement de donner une forme à une douleur qui déborde. La présence policière reste forte. Mais elle est différente. Les uniformes, désormais, suscitent des regards mêlés. Respect, gratitude, mais aussi malaise. L'ombre de l'usurpation plane encore. La confiance ne se répare pas instantanément. Elle demande du temps. Parfois des années. Le deuil s'accompagne de colère. Colère contre Gabriel Wortmann. Colère contre les failles du système. Colère contre les alertes tardives. Colère contre l'impuissance ressentie. Cette colère n'est pas toujours exprimée publiquement. Elle se glisse dans les conversations privées, dans les silences prolongés, dans les nuits sans sommeil. Pour certains survivants, la culpabilité s'ajoute à la douleur. Pourquoi ai-je survécu? Pourquoi pas eux? Pourquoi ai-je pris cette route-là? Pourquoi ai-je fermé ma porte à temps? Ces questions hantent ceux qui ont échappé à la trajectoire meurtrière. Le traumatisme est durable. Des aides psychologiques sont mises en place. Des cellules de soutien. Des lignes d'écoute. Mais le choc dépasse les dispositifs. Il s'inscrit dans les corps. Dans les habitudes. Dans la manière de regarder le monde. La nuit n'est plus la même. Les cérémonies nationales rappellent l'ampleur de la tragédie. Les drapeaux sont abaissés. Les noms sont lus à voix haute. Le chiffre 22 devient une litanie, un rappel constant de ce qui a été perdu. Mais derrière chaque nom, il y a une absence concrète. Une chaise vide. Un téléphone qui ne sonnera plus. Une routine brisée. Le deuil ne se termine pas avec les funérailles. Il s'étire. Il change de forme. Il se fait parfois discret, parfois envahissant. Il accompagne les anniversaires, les dates symboliques, les lieux traversés par la violence. La Nouvelle-Écosse porte désormais une cicatrice. Elle n'est pas visible sur les cartes. Elle est inscrite dans la mémoire collective. Dans les récits transmis. Dans la prudence nouvelle avec laquelle on observe l'inattendu. Le deuil, ici, n'est pas seulement celui des victimes. Il est celui d'une innocence perdue. Le sentiment que certaines choses n'arrivent pas ici. Le sentiment que la violence de masse est ailleurs. Ces certitudes se sont effondrées. Pourtant, la vie continue, lentement. Les maisons sont reconstruites. Les routes sont réparées. Les saisons passent. Mais rien ne revient exactement à l'état d'avant. Le deuil devient une présence constante, discrète, mais indélébile. Il prépare le terrain du dernier chapitre. Celui où la mémoire s'installe. Où l'histoire cesse d'être immédiate pour devenir durable. Où l'on tente de comprendre ce que cette nuit a laissé derrière elle, au-delà de la douleur. Quand tout est terminé, il ne reste plus ni tir, ni flamme, ni sirène. Il reste des objets. Le véhicule de Gabriel Wortmann est saisi. La réplique presque parfaite d'une voiture de la Gendarmerie royale du Canada, autrefois instrument de tromperie, devient une pièce à conviction. Elle est examinée, photographiée, démontée. Chaque détail est analysé. Les faux insignes. Les marquages. Le gyrophare. Tout ce qui a permis l'illusion est désormais exposé à la lumière. Le masque est brisé. L'uniforme, lui aussi, est confisqué. Il ne sera plus jamais porté. Il est détruit, pour éviter qu'il ne devienne un objet de fascination. Un symbole trop dangereux pour être conservé. Ce geste est volontaire. Il marque une rupture claire entre l'institution réelle et l'imposture qui l'a souillée. Mais détruire les objets ne suffit pas. Dans les semaines qui suivent, des enquêtes officielles sont lancées. Des commissions examinent la réponse policière, la gestion des alertes, la chronologie des événements. Les rapports s'accumulent. Ils pointent des retards, des failles de communication, des limites structurelles face à un événement hors norme. Ces analyses sont nécessaires. Elles ne sont pas consolantes. Elles cherchent à comprendre comment un homme a pu circuler aussi longtemps, aussi librement, en se faisant passer pour un policier. Elles tentent d'identifier ce qui peut être amélioré, corrigé, anticipé. Mais aucune procédure ne peut garantir que cela ne se reproduira jamais. La certitude est perdue. Dans la population, le rapport à l'uniforme change durablement. La confiance ne disparaît pas complètement, mais elle se nuance. Elle devient plus prudente. Plus conditionnelle. Certains témoignent d'un malaise persistant lorsqu'ils croisent une voiture de police isolée. D'autres parlent d'une vigilance nouvelle, presque instinctive. Le masque a laissé une trace. Les routes que Wortmann a parcourues retrouvent leur calme. Les maisons sont reconstruites ou réparées. Les paysages reprennent leur apparence ordinaire.
À Porte-à-Pic et ailleurs, la vie continue. Mais le territoire n'est plus neutre. Chaque lieu porte désormais une mémoire. Un virage. Une station-service. Une maison au bout d'une allée. Ces endroits restent chargés, même lorsqu'ils ne portent plus aucune marque visible. Les commémorations s'installent dans le temps. Chaque année, les noms sont rappelés. Les 22 visages sont honorés. Pas comme des victimes anonymes, mais comme des personnes. Des existences interrompues, mais non effacées. La mémoire devient une forme de résistance. Gabriel Wortmann, lui, disparaît progressivement du récit public. Son nom est cité de moins en moins souvent. Volontairement, l'attention se déplace. Elle quitte l'auteur pour se concentrer sur les victimes, les survivants, les communautés touchées. C'est un choix conscient. Ne pas transformer le tueur en mythe. Ne pas lui accorder plus de place qu'il n'en mérite. Le masque brisé n'est pas seulement celui de Wortmann. C'est celui d'une illusion collective. L'illusion que certains symboles sont infaillibles. L'illusion que la violence extrême est toujours prévisible. L'illusion que la normalité protège de tout. Cette nuit d'avril 2020 a montré l'inverse. Un homme ordinaire, sans revendication claire, sans discours public, a utilisé la confiance comme une arme. Il a détourné les codes de la protection pour imposer la peur. Il a laissé derrière lui un pays marqué, non seulement par le nombre de morts, mais par ce qu'il a révélé de fragile. Aujourd'hui encore, le chiffre 22 résonne. Pas comme une statistique. Comme un rappel. Un rappel que la vigilance ne doit jamais disparaître. Que la confiance doit être protégée, mais aussi interrogée. Que la mémoire est une responsabilité collective. Ferme les yeux. La route est calme. Les sirènes se sont tues. La neige tombe parfois, recouvrant les traces visibles. Mais sous cette blancheur, la terre se souvient.